principalement en français, mais avec une invitée qui aura le droit de parler en anglais et qui va avoir la traduction automatique. Donc c'est une session qui est orientée sur quelques exemples de success stories, donc de projets très innovants en IA, portés par des jeunes équipes dynamiques, et je pense que ça nous fait du bien de voir que Génération 2030 est bien portée par des jeunes qui vont représenter cette génération. Donc on aura Maryse Colson qui est Marketing Director at Diagazoo et Public Relations Officer at Euranova. Elle va nous expliquer tout ça et les missions de ces entreprises, et avec en particulier, je pense, un focus sur des résultats marquants. Jean-Baptiste Masson, donc, qui est responsable d'un laboratoire à l'Institut Pasteur, qui est chercheur, professeur chez Prairie et fondateur d'une start-up qui s'appelle Avatar Médical, avec plein de promesses, je pense, très intéressantes. Et également Catherine Schulte, qui est recherche assistante dans un projet de recherche en IA à l'université de Bielefeld. Donc, on commence par la première de la table ronde, donc Maryse Colson. Je te passe le... Voilà. Et tu as un micro. Qui fonctionne. Qui fonctionne, parfait. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maryse Colson et je suis... Les informations de LinkedIn étaient un petit peu à mettre à jour. Je suis donc responsable de la culture d'entreprise chez Euranova et également responsable des relations extérieures, d'où ma présence ici. Et donc, je vais vous présenter... Voilà, ça, c'est moi. Euranova, j'avais tout préparé en anglais. Et comme je pense que c'était plutôt clair, je vais rester en anglais si ça ne vous dérange pas, si ça ne te dérange pas. Donc, Euranova. Alors, Euranova. Our partners and customers. Nos partenaires et clients en Europe ont besoin d'innover dans leurs différents secteurs industriels. Ils souhaitent concevoir de nouvelles lignes d'activité, créer de nouveaux produits, offrir des services personnalisés pour leurs utilisateurs. Pour ce faire, ils savent qu'ils peuvent compter sur les technologies de données, mais ils ont besoin de boîtes à outils disponibles et faciles d'utilisation qui leur permettra de se concentrer sur leur propre expertise tout en travaillant sur un exosquelette technologique. En effet, l'informatique, ça n'est pas leur travail, c'est le nôtre. Depuis 13 ans maintenant, Euranova s'est spécialisée dans les technologies de données qui sont au cœur, et ce, au cœur de l'Europe. Notre nom est inspiré par les voyages exploratoires de Christophe Colomb vers la Terra Nova. Et notre mission est donc d'explorer la science, de servir les organisations et de mettre au point des solutions. En explorant la science, nous avons la possibilité de saisir des occasions technologiques et de rester toujours à l'avant-plan et à la pointe de la technologie. Nous souhaitons que tout cela ait une réelle utilité pour nos clients et nos partenaires. Nous soutenons leurs ambitions en créant et en livrant des projets d'innovation de classe mondiale avec eux. Ainsi, notre connaissance scientifique se connecte avec des problèmes du monde réel et permet de se transformer en des boîtes à outils utilisables qui peuvent accélérer l'économie européenne dans son ensemble. Notre objectif ultime est d'avoir un impact positif sur la société grâce à des solutions informatiques précieuses, inspirées par la science la plus avancée, mais aussi enracinées dans l'industrie. Nous ne pouvons pas être uniquement digitaux avec nos clients et nos partenaires. Nous co-créons des produits informatiques et des joint ventures avec nos employés. Nous encourageons l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Nous avons créé des spin-offs, des spin-out et des start-up. Et à l'intérieur de notre entreprise, nous avons adopté une approche basée sur la réussite avec nos clients. Avec nos partenaires, avec nos collaborateurs, nous avons la possibilité de créer l'économie européenne de demain. Merci, Maryse.
Nous aurons des questions, j'en suis sûre, pour chacun de nos intervenants et intervenantes après vos présentations. Je vais pour le moment donner le micro à Jean-Baptiste Masson qui va nous parler de sa start-up Avatar Médical. Merci. C'est effectivement moi. Donc moi aussi la présentation était en anglais, mais je vais vous la dire en français. Donc je suis Jean-Baptiste Masson et j'ai un petit laboratoire à l'Institut Pasteur et on fait aussi, on est un petit partenaire de Prairie, dont le directeur est juste là. Et je vais vous parler d'un des projets du laboratoire qui en fin de compte est devenu une start-up. C'est gentil de me remettre dans la catégorie Success Story. On va dire que c'est un peu... Donc à l'origine du projet, il y avait le projet qui s'appelait DIVA, qui était un acronyme pour un grand projet dont je me souviens plus ce que ça veut dire en fait. Donc maintenant je suis juste capable de dire que c'est DIVA. Si vous regardez les images qui sont en haut à gauche, à l'origine c'est un projet qui avait démarré sur de la microscopie et une des idées était de pouvoir interagir et traiter des données, mais en plongeant dans les données en 3 dimensions. Donc avec un thésard particulièrement brillant, Mohamed El-Beheri, on avait un partenaire qui est hélas mort depuis, qui était Maxime Dahan. On s'était dit bon, pourquoi pas essayer un petit peu la réalité virtuelle, et ça en fin de compte marchait assez vite. Donc c'était vraiment, ça a démarré comme un projet d'amusement de fin de thèse et c'est devenu un gros projet qui a continué juste derrière. Donc là vous voyez par exemple un exemple de cerveau drap sur votre gauche, enfin c'est après sur votre droite parce que de l'autre côté, au centre vous avez des cellules de drosophile et à droite vous avez une représentation d'imagerie par microscopie IRM. Et donc il y avait l'idée qu'on pouvait faire cette représentation et optimiser les éléments de la représentation, entre autres par de l'IA, tout ça en temps réel, puisque une des particularités c'est que pour que une interaction soit acceptable en réalité virtuelle ou d'ailleurs en réalité augmentée, il faut que le taux de rafraîchissement, la vitesse à laquelle c'est affiché soit à peu près à 90 Hz. Donc il y avait tout un ensemble de contraintes sur le hardware et sur le software pour que tout tourne assez vite. Sur la partie droite, vous voyez une autre extension de ce type d'approche là qui est juste restée côté scientifique avec des nuages de points. Donc dans ce cas précis, vous voyez des trajectoires de protéines à l'intérieur d'une cellule dans un logiciel qui s'appelle GNuage. Et en fait, comme on collaborait avec l'Institut Curie sur ce projet-là, on avait des médecins. Donc l'Institut Curie à Paris, c'est un institut qui est spécialisé dans le cancer. Pas sur sa partie recherche, ils font plus, mais il y a aussi un hôpital qui est l'hôpital Curie. Et il y a un moment amusé par ce projet, il nous avait dit, est-ce que vous voulez pas nous montrer un IRM à l'intérieur? Donc ce que vous voyez sur votre gauche en bas, c'est un IRM injecté d'une patiente qui a un cancer du sein. Et sur la droite, vous voyez le rendu que ça donne dans notre système. Donc l'idée, c'est que le rendu est fait en temps réel. C'est pas de la segmentation. L'idée étant qu'il n'y a pas de perte d'information dans ce qu'on représente là. Évidemment, vous n'avez pas... Là, vous voyez une représentation capturé à l'intérieur du système, mais sur un écran en 2 dimensions. L'effet que ça fait quand vous avez le casque dessus est un peu différent, dans le sens où vous avez l'impression que vous avez un vrai objet devant vous. Et vous voyez donc ce qu'on peut espérer faire dessus. Donc c'est comme ça qu'on a découvert par exemple que dans certains types de chirurgie, les chirurgiens ne regardaient pas les données. Quand on prenait juste le rapport qui avait été fait par le radiologue et se faisait opérer. Donc moralité, mieux vaut être en bonne santé, jamais se faire opérer. Et l'idée, c'était donc d'un coup de pouvoir fournir ces outils. Donc c'est à ce moment-là que l'idée d'une start-up, le simple fait qu'il y ait des telles complexités pour faire des projets à l'intérieur des hôpitaux, que la notion de start-up de toute façon s'imposait dans le cadre de pouvoir déplacer les logiciels. Donc c'est comme ça que ça a avancé. Et je fais beaucoup trop long. Donc à l'intérieur de l'Institut Pasteur, il y a ils ont tout un département pour aider un certain nombre de projets, soit à trouver des partenaires industriels, soit à devenir une start-up quand c'est nécessaire. Donc on a été énormément aidés. En plus du fait que, comme on s'appelle parfois, j'aidais pas beaucoup dans la mesure où j'avais à peu près des connaissances économiques négatives. Donc je disais à peu près toutes les bêtises qu'il fallait pas dire en public. Donc le reste de la boîte est absolument nerveuse à l'idée que je parle en public comme ça, parce qu'ils se disent que mon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter encore. Avec cette aide-là, finalement, on a trouvé des partenaires, dont effectivement un CEO qui bossait aux États-Unis. Et donc ça a permis de passer de ça à l'idée de tenter un iLab, donc qui est la procédure en France pour on va dire valider l'idée d'une start-up qui sort d'un laboratoire. Finalement, on a eu ça, puis après d'autres bourses. Donc la boîte a été créée avec nous 5 personnes, donc les deux, Xavier Vartel qui en est le CEO maintenant et sa collègue Marie Buolonnet. Et une des personnes en fait qui était chargée dans le département de Pasteur d'aider à favoriser la création de start-up qui, aimant bien le projet, est dedans actuellement. Et voilà donc une slide que j'ai piquée de decks qui sont officiels pour typiquement un peu des timelines. Donc ça c'est plutôt pour donner un ordre de grandeur. Là typiquement le seul point important en ce moment c'est qu'on est au moment de la FDA et on pourra peut-être discuter après des différences de réglementation pour tout ce qui est software médicaux entre les US et l'Europe.
Et on a commencé à faire des ventes, à faire un certain nombre de choses et à déployer les systèmes à la fois aux États-Unis et en Europe. Et pour pas durer des heures, hop, voilà, là c'est un peu là où on en est dans les différents systèmes qui ont été achetés, qui sont sur le point d'être achetés pour le reste. Donc ça a l'air d'avancer plutôt pas trop mal. Je vous remercie. Merci Jean-Baptiste. Donc, dernier exposé donc, par Catherine Schult, qui va nous présenter un autre type d'activité de transfert industriel de la recherche, puisque derrière Success Story, en fait, l'idée qui devait être mise en avant, c'était comment aider à transférer l'innovation auprès de start-up et de l'industrie en général. Yeah, thank you. Merci beaucoup, merci de m'avoir présenté. Bonjour, je m'appelle Catherine Schult. Comme cela a été dit, je suis doctorante à l'Université des sciences appliquées de Bielefeld en Allemagne. En 2020, j'ai terminé mon master en génie électrique. Et depuis 2019, je travaille en tant qu'assistante de recherche à l'Institut pour les systèmes techniques au sein d'un groupe et je travaille pour l'instant dans le cadre du projet de recherche sur l'intelligence artificielle, un projet franco-allemand. Mes sujets de recherche portent sur l'intégration des énergies renouvelables, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des systèmes de prévision. Alors, une brève présentation de notre groupe de travail. À Bielefeld, eh bien, nous travaillons avec d'autres chercheurs sur l'intégration des énergies renouvelables et des véhicules électriques au sein du réseau électrique. Et nous travaillons aussi sur l'intégration des technologies de mesure intelligentes. Le professeur Obrock est le responsable du groupe. Nous travaillons sur toute une série de projets, notamment le projet I4DG. Alors, la success story dont j'aimerais vous parler, eh bien, c'est une success story franco-allemande. Le projet a été financé par un programme franco-allemand qui finance des projets d'intelligence artificielle. Nous avons démarré nos activités en octobre 2021 et le projet se terminera au mois de septembre 2024. Nous disposons d'un budget d'environ 1 million d'euros. J'en viens à présent au cœur de ce projet AI4DG. C'est un projet qui porte sur la distribution sûre et autonome au niveau du réseau électrique. Il s'agit d'appliquer l'intelligence artificielle au réseau électrique et nous effectuons des recherches sur des plateformes distribuées d'intelligence artificielle pour contrôler les systèmes de démarrage des batteries dans les habitations afin que le système électrique soit plus flexible. Nous travaillons sur une approche d'intelligence artificielle décentralisée avec des systèmes informatiques de pointe. Donc nous ne traitons pas les données au niveau d'un cloud centralisé, nous les traitons en fait dans les habitations, là où les données sont générées. Et cela, eh bien, nous permet une sécurité des données et un approvisionnement énergétique fiable. Donc voilà les partenaires au projet. Nous travaillons avec des instituts de recherche implantés en Allemagne, mais aussi en France. Nous travaillons avec l'université de Bielefeld et son département des sciences appliquées. Nous travaillons en France avec l'université de Grenoble-Alpes et nous pouvons compter sur des experts
experts en matière de edge computing, d'intelligence artificielle, de réseau électrique. Moi, je m'occupe plutôt de tout le volet énergie et électricité. Nous travaillons avec 2 partenaires industriels. Pour l'Allemagne, il s'agit du fournisseur d'énergie allemand, Westfalen Wasser, et pour la France, eh bien, le partenaire est Atos World Grid. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Ma présentation aurait pu être un petit peu plus longue, mais je ne pense pas avoir le temps de l'aborder dans sa totalité. Cela dit, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je reviens vers vous, Maryse, parce que j'aurais aimé vous interpeller au sujet de la contribution d'Eranova dans l'aide qu'elle apporte aux start-up, au démarrage de celles-ci et à la poursuite de leurs activités. Alors, je vais repasser au français, dit Madame. Quand Eranova a été créé en 2008, c'était déjà l'ambition de créer des start-up avec l'observation qu'il y en avait très peu ici en Europe. Et donc, dès le départ, le business model de Eranova a été de rassembler de la recherche en computer science de haut niveau. Donc, on a un centre privé en computer science qui, depuis 2008, a publié 55 publications scientifiques dans des conférences internationales de haut niveau pour avoir vraiment cet aspect cutting edge, pour toujours rester au top des technologies scientifiques, avec aussi un pied dans du concret, donc avec du conseil aux entreprises pour vraiment comprendre et connaître quels sont les problèmes que les industries sont en train de rencontrer, et avec cette ambition de se dire, à partir du moment où on repère un problème récurrent dans les entreprises et une technologie avant-gardiste qui peut proposer une solution, on propose une solution, on incube une solution, que ce soit un framework, que ce soit un produit, que ce soit un software. On propose quelque chose pour rendre les entreprises autonomes par rapport à la problématique. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de lancer Digazoo, qui répond aux problèmes que les entreprises rencontrent. C'est on a de super proof of concept qui démontrent qu'effectivement, il y a de la valeur dans nos données. Comment est-ce qu'on les passe en production? Donc Digazoo est un cannelloni géant qu'on pose sur l'assiette de spaghettis de notre IT pour que tout soit vraiment fluide. C'est juste une image, évidemment. Et d'autres vont encore arriver, étant donné qu'on a plusieurs idées par année, évidemment. Il y en a beaucoup qui ne sont jamais passées en production. Mais 2 sur 10 passent. Et là, pour le moment, on est en train de travailler sur 4 d'entre elles. Un programme qui est orienté GDPR by design et qui se base sur des technologies de NLP pour aller extraire des données ou en tout cas les privatiser dans des documents. Un autre modèle qui lui repose sur la computer vision pour harmoniser les images de PET scan dans la recherche contre le cancer. Le produit s'appelle Armenis. Un autre projet qui, lui, se base sur les réseaux de neurones pour optimiser les portfolios d'investissement. Donc, en fonction des problématiques qu'on repère dans les secteurs industriels, on essaie de proposer des solutions qui font sens et qui reposent sur des technologies d'avant-garde. Merci. Donc, ça m'amène un peu une question que je vais poser aux 3. J'ai le sentiment, bon, ça a été bien explicite côté Avatar, mais je pense également pour les 2 autres qu'il y a toujours un aspect international dans la vision, dans les collaborations ou dans l'objectif de transfert. Et donc j'aimerais que chacun de vous finalement précise comment il voit cette relation à l'international, l'importance de cette dimension dans la stratégie de valorisation de la recherche en particulier. Donc, pour nous, dès le début en fait, de l'idée que ça allait devenir une start-up, il y avait cette idée que pour les données médicales ou pour les applications hospitalières, le marché le plus important, en fait, c'était les États-Unis. Donc ça avait démarré comme ça. Il s'avère que ça a été grandement facilité parce que lorsqu'on a rencontré Xavier Vartel, comme il vivait aux États-Unis et qu'il montait des boîtes là-bas, pour nous, c'est devenu assez naturel. Et il visitait l'Institut Pasteur à ce moment-là dans le cadre en fait d'une autre activité qui était justement sa boîte qui permet de prendre des boîtes françaises et de les amener aux États-Unis. Et fin de compte, comme le projet lui plaisait vraiment, il en est devenu le directeur. Donc on n'est pas passé dessus. Après, l'idée, le second élément qui était important dans le côté international, c'était l'écosystème
assez efficace. Il n'est pas simple, mais il est assez efficace aux États-Unis pour tout ce qui est logiciel, par exemple, appliqué aux applications médicales. Donc là, le concept même de la FDA, donc pour pouvoir faire valider comme objet médical un logiciel ou n'importe quoi, de predicate aide beaucoup. Donc l'idée étant que si vous trouvez une autre boîte qui a déjà validé quelque chose et que vous pouvez démontrer que vous faites au moins aussi bien sur un certain nombre d'éléments, ça vous permet de passer le 510K, le premier grade qui fait que votre logiciel sera validé et utilisable dans les hôpitaux. Donc à temps court, il y a cette culture assez répandue des logiciels Research Use Only. Donc ils servent soit pour des projets de recherche, soit pour dans tout ce qui est centre hospitalier pour faire des publications, développer des choses, donc ils utilisent. Et à partir du moment où on est validé, tamponné, on peut passer au reste. Donc le fait d'avoir cet écosystème-là, et après il y a un truc qui est un peu bête, c'est que les États-Unis c'est vraiment très grand. Il y a chaque État ne fonctionne pas exactement de la même manière, donc on trouve assez facilement des partenaires dedans. Après, pour l'Europe, ça commence à être un peu le même phénomène, mais le côté réglementaire est plus complexe et moins préparé, surtout pour tout ce qui est logiciel. Maryse, on va faire dans l'ordre. Merci. Donc, l'ambition est effectivement de s'exporter. Pour ça, heureusement, ici en Belgique, on peut compter sur le soutien de l'AWEX, qui est assez supportif pour nous emmener dans des missions et puis pour nous soutenir après, pour nous aider à nous implémenter dans certaines régions du monde. On vise les plus actives, le Moyen-Orient, des parties de l'Asie, évidemment les États-Unis. L'essentiel est aussi, surtout, de participer au tissu économique européen pour justement bridger the gap entre la recherche, les idées et la mise sur le marché de produits. Il y a une vraie différence de timing entre ce qu'on observe aux États-Unis et ce qui se passe ici en Europe, où on n'a pas cette culture du fail fast. On est plutôt dans la recherche de la perfection. Et nos ingénieurs aiment des beaux algorithmes, des beaux résultats. Et c'est peut-être quelque chose contre lequel on doit lutter lorsqu'on veut s'exporter, c'est d'utiliser plutôt une méthodologie 80-20. On accepte que ce soit un peu moins parfait, mais au moins on agit et on avance. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question de l'internationalisation. Merci. Catherine. Yeah. I'm ready. Catherine, quel est le rôle de cette collaboration internationale? Comment la voyez-vous? Eh bien, je pense qu'elle est très importante. Notre stratégie à l'international, la stratégie de notre groupe de travail est bien sûr de promouvoir cette collaboration. La transition énergétique est un défi qui concerne le monde entier. C'est un défi qui concerne bien sûr l'Europe au premier chef, la protection climatique, la mise à disposition d'énergies renouvelables est absolument cruciale. Et c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir collaborer au niveau international pour inclure les systèmes d'intelligence artificielle dans un environnement international, dès lors que l'on collabore ensemble sur ce type de projet. Très bien, merci. Pour tout le monde, donc dans ce contexte-là, quels sont les freins les plus importants ou les enjeux les plus importants que vous ressentez pour le transfert de résultats de la recherche pour créer des nouvelles startups ou auprès d'industriels, que ce soit au niveau national ou bien sûr international? Je t'en prie. Merci. Donc pour nous, effectivement, un des enjeux, surtout dans les applications médicales, et encore plus si c'est à l'intérieur de l'hospitalier, c'est la notion d'utilisation de machine learning dans un contexte médical. Alors que la FDA vient juste de sortir justement des guidelines. Alors c'est pas encore complet sur qu'est-ce qui va être demandé pour vérifier qu'un algorithme est suffisamment performant, comment ça va s'inclure dans la pratique hospitalière, et ça va être assez important à temps relativement court pour savoir, qu'est-ce qui peut être fait, de comment ce sera vérifié. Il est amusant, avec des guillemets, de voir par exemple, dans certains nombres de cas ou des logiciels de planification, autre chose comme ça, par exemple, de voir à quel point
un certain nombre d'éléments n'avaient même pas été vérifiés avant. C'est-à-dire que c'est difficile de savoir juste à quel point c'est performant, dans quel cas ça échoue ou ça échoue pas. Donc ça va être une vraie première question, et même ne serait-ce que définir, par exemple, si on doit appliquer certains types de méthodes pour le traitement de certains scanners ou des choses comme ça, de savoir combien, est-ce qu'il y aura des bases de données sur lesquelles on pourra tester et qui définiront si oui ou non ça passe le test, ou comment on est censé vérifier. Beaucoup de réglementations actuelles impliquent un certain type de vérification, mais qui restent relativement floues, en fait. Donc, il y a des particularités après, j'imagine, à chaque entreprise. Donc, de notre côté, comme il y a tout un système de visualisation et d'interaction, les gens peuvent de toute façon corriger, puisque jamais on va se substituer à la décision. Donc, après, ça évite certaines natures de vérification ou de choses qui sont en fait très difficilement démontrables. Comment démontrer dans un système qui analyse des images que dans aucun cas il va faire sortir quelque chose qui sera anormal et tout. Au mieux, on peut au moins capturer les anomalies ou faire vérifier des choses d'une certaine manière, mais même ça, c'est pas parfait. Donc ça, c'est assez important. Il y a vraiment cette idée d'avancer côté FDA. Tout n'est pas encore sorti, je réitère. C'est la même manière pour les stratégies de brevet, pardon, où il reste un certain type de flou, parce qu'évidemment, on ne peut pas breveter des algorithmes, Dieu merci. Mais la question de l'implémentation et de façon de faire est aussi une question assez ouverte. Donc ça règle là-dessus. Côté européen, justement, la réglementation est en train de changer pour le marquage CE, en fait. Et justement, toutes les guidelines ne sont pas encore sorties. Donc c'est vrai que pour un certain nombre de startups, ça rend un peu nerveux, parce qu'on aimerait bien savoir à partir de quel moment ce sera fait. Et effectivement, il n'y a pas du tout cette notion de predicate, donc de pouvoir dire, mais de toute façon, pour au moins toute cette partie-là de l'activité, on fait comme quelqu'un d'autre, et démontrer ça, et pouvoir, donc le dossier doit être fait vraiment depuis le début et tout faire valider. Après, il y a tout un autre écosystème qui est autour de ça pour aider à faire ce genre de choses-là, donc on n'est pas non plus abandonné. Pareil pour l'FDA, mais parce qu'on a tout un ensemble de gens et d'acteurs européens qui aident, qui permettent de faire ça, des cabinets qui sont spécialisés, qui permettent de rentrer dedans. Mais effectivement, en ce moment, tous les cabinets disent que le temps d'attente va être conséquent. Si vous avez les moyens de faire la FDA, faites-le avant, le temps que ça se soit clarifié, quoi. Et l'idée étant que si on a fait un des dossiers, bon, l'autre sera pas le même, mais on aura quand même pu avancer. Donc ça va être un vrai enjeu. Et après, l'idée, ce sera, en fait, comme pour tous les codes, à mesure qu'il y aura de plus en plus d'applications, il va y avoir de plus en plus de codes qui vont sortir pour pouvoir faire du traitement de données, améliorer un certain nombre d'images, la notion de récupération de code, de propagation d'erreurs et de choses comme ça va quand même être quelque chose de compliqué à régler dans ces choses-là. Là c'est plus un problème que je qualifie, côté scientifique, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de choses ou de plus en plus de boîtes noires, ce qui va aussi être une autre source de complexité. Quand on collabore avec un gros industriel ou qu'on fait un certain nombre de choses, il y a côté scientifique, j'ai toujours des inquiétudes sur la propagation d'anomalies qu'on n'aurait pas vues à l'intérieur, même si tout le monde a validé sa méthode et sa façon d'avancer. Est-ce que quand on patche tout ça ensemble, quel type d'erreurs on fait ou quel type d'anomalies vont être détectées? C'est pareil, c'est pas comme si on n'avait pas des moyens intellectuels de vérifier ce genre de choses-là, mais la relation entre vérifier, pouvoir créer des outils et après comment on fera valider ça et comment on va pouvoir sortir dans des hôpitaux, être utilisé, ou quand, par exemple, un fabricant d'objets médicaux veut utiliser le logiciel couplé avec cela, comment pour propager les erreurs et la prise de décision, c'est quelque chose qui est un peu non trivial. Et donc, avoir des guidelines et avoir un espèce de cadre dans lequel on peut le faire sera important. Et donc, j'ai relancé sur ce sujet le lien avec l'AI Act et donc l'approche de la Commission européenne sur une analyse basée risque. Ça vous semble compliqué, atteignable ? Non, c'est une très bonne chose. Dans certains cas, quand il va y avoir beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire le fabricant de l'appareil, parce que bêtement, ceux qui font un peu du médical le savent, mais un IRM à un endroit et un IRM à un autre ne font pas les mêmes images, même s'ils sont du même fond. C'est pas infiniment différent, mais c'est pas exactement la même chose. Donc la question des procédures après hospitalières sera quelque chose d'un peu important, parce que la donnée médicale, c'est très particulier. En France, par exemple, il y a comme eu une mauvaise surprise, puisque le Health Data Hub qui devait ouvrir est un peu retardé pour des questions compliquées entre les deux. Donc la question d'unification de ces choses-là et de, je ne sais pas comment dire, de cas traités pour expliquer dans tel type de cas, parce que sinon ça va vraiment être ça. Ça va être un appareil à un endroit, plus un système de visualisation, plus un système de traitement de données, tout ça qui travaille ensemble. Un hôpital, par exemple, n'a pas le même recrutement qu'un autre. Certains hôpitaux, par exemple à Paris, vont avoir autant de personnes vivant à Paris que de gens qui sont des migrants. Donc si je prends des données qui viennent de là, la statistique, la représentation statistique d'un certain nombre de problématiques sera infiniment différente qu'un hôpital ailleurs. Comment ça va s'intégrer dans les vérifications, dans les choses comme ça, c'est aussi quelque chose de compliqué. Ce qui sera vraiment utile, c'est soit directement par la Commission au-delà des grandes guidelines, soit par des organismes qui feront en fait des cas, pour vraiment être accompagnés pour tout un ensemble de choses, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on est censé vérifier, comment on peut faire ce genre de choses-là, parce que je réitère, c'est un problème assez indéterminé. Ou, encore pire, si finalement les solutions peuvent s'adapter en local, parce qu'après tout, rien n'empêche de faire évoluer. Ça, par exemple, il n'y a pas de réglementation. Si
j'ai pas le droit de faire évoluer le code à l'intérieur pour s'adapter localement à certains types de statistiques. Par exemple, Curie, c'est un très bon institut pour faire de la recherche, mais il récupère tous les cas compliqués dans certains types de cancers. Donc on pourrait adapter à ce qu'ils reçoivent, parce qu'ils ont forcément des choses étranges. La question, c'est qu'on n'a pas le droit. Alors côté recherche, je fais ce que je veux, enfin, a priori. Mais côté boîte, c'est pas possible de faire ce genre. Donc ça aussi, ça va être une autre question. C'est-à-dire, ce ne sera pas qu'une question générale de federated learning. C'est-à-dire, je vais récupérer de l'apprentissage fait un peu partout et je vais essayer de touiller ça au milieu et espérer que ça donne quelque chose. Ça posera aussi des complexités de vérification de quel est le réel niveau de précision si je mélange tout par rapport à ce que je prends en local. Merci. Donc on en revient au transfert de la recherche vers le business pour la création de start-up. Donc comme je le disais précédemment, la gestion de la frustration du chercheur dans sa recherche de perfection est certainement un petit obstacle sur la route. Maintenant, je pense qu'un des challenges sera peut-être de trouver la bonne équipe, parce que l'ADN d'un chercheur n'est pas celui d'une personne versée dans le business, ni celle d'un entrepreneur. Et cela dit, ces différentes personnalités s'accordent et se complètent pour créer une start-up où le chercheur va pouvoir rester un chercheur et continuer la recherche et l'exploration de la science comme il le fait bien, qui va pouvoir servir l'impact dans le monde réel que la start-up veut avoir. Je pense aussi que la manière dont les fonds mis à disposition, les fonds publics mis à disposition, ou qui aident l'entrepreneuriat, la question est comment est-ce qu'il est envisagé. Parfois, il est difficile pour certaines startups d'aller lever des fonds pour pouvoir se lancer sur le marché. On n'a pas un statut, on a les intermittents du spectacle, on n'a pas les intermittents de l'entrepreneuriat. Comme il faut aimer le risque pour entreprendre, comment est-ce que l'Europe supporte les gens qui prennent des risques? Comment est-ce que l'Europe supporte les entrepreneurs? On met beaucoup de cadres pour protéger le citoyen, notamment avec RGPD, et c'est formidable, et parce que ça protège aussi les entreprises, évidemment. Maintenant, quel cadre est-ce qu'on met pour protéger les entrepreneurs, même pour aller au-delà, les protéger, pour les encourager, pour rebalancer la dette économique de l'Europe en multipliant les startups? Voilà, je pense qu'il y a encore des questions. Belle question. Kathleen? Voilà, j'attendais la fin de la traduction, dit Madame. Eh bien, selon moi, la difficulté principale lorsqu'il s'agit de transférer la recherche vers le produit réside dans ces projets de recherche plutôt théoriques. Parce que ce sont là des processus et des projets très longs. Et transférer les résultats d'une recherche théorique vers un produit réel est extrêmement compliqué. Et c'est là le principal défi que nous entrevoyons au sein de notre groupe de travail, où nous travaillons sur des projets de recherche appliqués, nous travaillons avec des partenaires industriels, et notre objectif est de développer des prototypes, de tester ces prototypes dans les domaines où sont actifs nos partenaires, de les tester sur le terrain, si vous voulez. Et bien sûr, une fois que ce sera fait, les résultats de nos recherches devront être prêts à être utilisés pour concevoir de vrais produits. Il faudra bien sûr vérifier les réglementations, les textes législatifs, mais en tout cas, je pense que transférer les résultats de la recherche vers de véritables produits et vers des partenaires industriels est primordial. Merci beaucoup, et je poursuis avec vous. Catherine, quelles sont selon vous les principales difficultés dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur énergétique, pour de plus petits fournisseurs d'énergie notamment? Eh bien, je dirais que les principales difficultés résident dans le fait que le secteur énergétique repose sur des infrastructures critiques. Ce qui veut dire que nous devons garantir l'approvisionnement en énergie, en électricité.
eh bien, souvent, la sécurité des données pose aussi question, et est une question très sensible lorsque l'intelligence artificielle interagit avec le système d'approvisionnement énergétique. Utiliser l'intelligence artificielle n'est pas simple. Donc, nous utilisons une approche décentralisée. Dans le cadre de notre projet, nous pouvons ainsi transférer les données au niveau local et pas dans un cloud décentralisé. Et de cette manière, nous garantissons tout le volet sécurité des données. Merci beaucoup. Maryse, qu'en dites-vous? Dans le domaine que tu souhaites. Donc le challenge principal de l'intelligence artificielle adaptée à un secteur en particulier, je pense que le principal challenge est dans la gestion des données. Euranova est particulièrement actif avec les entreprises, avec les grandes et moyennes entreprises. Et de ce qu'on voit, la plus grande difficulté est comment est-ce qu'on gère les données, comment est-ce qu'on les collecte, comment est-ce qu'on les gouverne, comment est-ce qu'on reste OK par rapport à GDPR, comment est-ce qu'on va transférer les données là où elles doivent aller, comment est-ce qu'on va les cleaner. Donc tout ce qui a trait au data engineering, donc toute la partie cachée de l'iceberg de l'IA. Et c'est une partie très peu sexy, dont on entend très peu parler, mais on recherche de plus en plus de data engineers, on voit de plus en plus de formations sur le marché, et cette partie-là va être le grand challenge, je pense, des entreprises, qu'elles vont devoir envisager, non pas seulement pour un département, c'est toute l'organisation qui va devoir acquérir une culture de la donnée. Et donc, de ce qu'on voit, de celles qui réussissent, ce sont les entreprises, même très grandes, qui ont décidé de faire un shift complet, qui ont d'abord observé dans un premier temps, il y a une petite équipe qui a pris un ensemble de données, qui a créé un modèle, qui a fait un proof of concept et démontré la valeur des données. Super. Maintenant, on va le passer en production. On se rend compte qu'on ne peut pas utiliser les anciennes technologies. Il faut investir dans une nouvelle technologie, dans une vraie data platform qui va tout collecter, tout rassembler et tout redistribuer. Et là où on voit que les sociétés passent le cap, c'est quand elles alignent toutes leurs équipes, quand le top management s'investit pour dire « les gars, on va shifter, on va vraiment devenir orienté données ». Et donc là, c'est toute l'entreprise qui se met dans la même direction, qui se forme, qui acquiert une culture de la donnée, qui comprend ce qui se passe, des gens qui vraiment comprennent c'est quoi la data science, c'est quoi le data engineering. Et ces sociétés-là réussissent à passer leur modèle en production, à acquérir les données et à créer une nouvelle dynamique autour des données. S'il n'y a pas ça, on voit beaucoup de jeux politiques dans les entreprises, on voit beaucoup d'équipes qui fonctionnent l'une contre l'autre. Donc nous, pour résumer, ce qu'on observe comme grand challenge de l'intelligence artificielle dans les sociétés, c'est la gestion de la donnée et l'adhésion de toutes les équipes autour d'un résultat commun. Merci. Je t'en prie. Dans le médical, oui, ça va vraiment être... tout va être compliqué. Le premier, effectivement, c'est les mêmes problématiques appliquées au médical du RGPD, avec plus de contraintes encore, puisque c'est des données médicales. C'est plus que probable qu'il y aura des solutions. La question, c'est de savoir si ce sont des grandes infrastructures centralisées. Tous les hôpitaux ne sont pas au même niveau de digitalisation. Donc, c'est plus ou moins. Donc, il y aura déjà ce problème-là et un réel problème de non-représentativité statistique des données qui sont accessibles. L'autre version de dire ça, c'est que quand on voit un certain nombre de jeux de données d'entraînement, soit pour des compétitions, soit pour des travails sur le cancer, où c'est en quelque sorte des gens en bonne santé qui n'ont pas eu de chance et qui ont eu un cancer. Lorsqu'on voit des données qui sortent des hôpitaux, la plupart du temps, les personnes qui ont des problèmes au foie, ils sont aussi cirrhotiques, donc les données sont immondes, ça fuit de tous les côtés la fluorescence, enfin le signal. Donc c'est vraiment, voilà. Donc il y a déjà une disjonction entre ce à quoi ressemblent vraiment les données et ce à quoi elles ont pu être entraînées. Bon, ça c'est un problème classique. Le second problème, c'est que dans le cadre médical, ça a quand même de vraies implications. Donc la question, c'est comment gérer le risque proprement des erreurs et leur propagation à l'intérieur du système, ce qui est vraiment hautement non trivial, quoi. Au-delà du fait que
médecins ou les chirurgiens peuvent être extrêmement enthousiastes à l'idée d'utiliser ce genre d'outils-là. Ça réveille quand même la nuit tentant d'être sûr qu'ils n'utilisent pas, qu'ils n'aient pas trop confiance ou qu'ils utilisent ce genre de choses-là. L'autre chose dans le cas du médical, c'est qu'il y a eu une phase d'enthousiasme extrêmement intense côté AI et supportée un peu par des publications qui étaient certes vraies, mais trop spécialisées dans le sens où on nous disait voilà, dans tel type d'application, AI fait mieux qu'un médecin. Oui, c'est-à-dire que si on fait faire à un médecin qu'une seule chose parmi toute son activité sur un thème en particulier, au bout d'un moment, on peut optimiser plus que ce que ferait un médecin, mais l'activité d'un médecin est autrement plus complexe que ça. Sa capacité à diagnostiquer, à faire des choses bien plus diverses, des choses comme ça. Donc, il y a eu tout un mouvement qui allait vers ça, et les résultats réels, dans des applications réelles, sont beaucoup plus modestes. Déjà, être capable d'assister le médecin, de fournir quelque chose qui est au moins un peu utile, ce qui est déjà en fait pas mal, de faire quelque chose, et quelque chose qui s'inscrit bien dans le fonctionnement hospitalier, ce qui est encore autre chose pour faire ça. Donc les freins vont être un peu aussi dans l'utilisation des choses comme ça. Après tout ça, ça paraît très surmontable, c'est juste qu'il faut quand même sortir de la phase un peu... pas dire délirante, mais voilà, ultra enthousiaste de ces choses-là. D'abord, si toutes les grandes entreprises qui travaillent dans le médical et tous les gens qui ont travaillé n'avaient pas ce genre de technique-là, ça marchait déjà très bien avant et on faisait déjà extrêmement bien de choses. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Oui, clairement. Il y a des choses où on peut faire vraiment mieux, ou des nouvelles technologies où on peut faire mieux. Ça va prendre par contre du temps. Et effectivement, c'est là où des initiatives, et où là, par exemple, de supporter, de promouvoir aussi sous forme de financement des initiatives avec réellement des laboratoires de recherche, du travail dans l'hôpital et des industriels pour vérifier comment toutes ces choses-là se font, publier et vérifier à des échelles suffisantes que ces choses-là marchent vraiment dans la pratique, que c'est vraiment utilisé, que ça fournit quelque chose, là ce sera vraiment utile. Une des visions de ça, ce qui se voit très bien, c'est que la plupart des entreprises qui revendiquaient à temps court, ou des nouvelles entreprises, le diagnostic, maintenant tout le monde revendique plutôt l'assistance aux médecins, l'aide à quelque chose. Et déjà même ça, le savoir, est-ce que ça les aide vraiment? Nous, ça avait été marquant au tout début, naïf, et en plus comme on y connaissait, enfin dans mon cas à moi, j'y connaissais absolument rien en médical. Bêtement, on avait contacté des radiologues pour discuter un peu de la technologie, et on se faisait envoyer aimablement paître, poliment, ou pas. Et parce que d'abord le radiologue répondait quelque chose de logique. Moi, j'ai été entraîné à voir en 3 dimensions et à faire un certain nombre de choses, ça me sert strictement à rien. C'était pas tout à fait vrai. Mais des personnes comme nous, ils en reçoivent combien par jour qui les embêtent pour ça. Donc en plus, comment on démontrait que c'est des trucs? Bon, après on a fait les chirurgiens. Après les chirurgiens, eux, étaient vraiment intéressés parce qu'eux, ils savaient pas regarder les images. Et on est remonté après parce que si les chirurgiens ont un joujou, comme les radiologues ont plus de pouvoir, il n'y a pas de question que les chirurgiens aient un joujou que les radiologues n'aient pas. Donc après, voilà. Mais c'était ce genre de choses-là qu'on a découvert, par exemple, qui avait le pouvoir à l'hôpital. Ça joue aussi parce que finalement, l'application de l'algorithme, et d'un coup, ça revient à le chirurgien à son joujou, il est content. Bon, en plus, si le joujou marche, c'est toujours mieux. Donc voilà, il fait quelque chose. Mais en fait, les données, elles appartiennent quand même plutôt au radiologue, puisque c'est lui qui gère cette partie-là. Donc la question, c'est est-ce que le logiciel qui fait les traitements et les choses, il est en fait chez le radiologue et ils ont juste des stations qui vont être utilisées. Voilà. Et d'un coup, on voit tout un protocole. Donc il va y avoir autant de questions théoriques sur la propagation des erreurs et sur qu'est-ce que c'est qu'être vraiment utile que de questions réellement pratico-pratiques, de savoir qui a le machin entre les mains. Et donc ce truc-là, ça veut dire est-ce que c'est installé directement sur le PACS de l'hôpital en général? Le PACS étant le système de stockage le système arriéré de stockage des données qu'il y a dans les hôpitaux. Et chaque station pourra avoir quelque chose, ou est-ce que c'est chaque chirurgien qui a son joujou à lui pour son équipe? Et là, ça a des vraies implications sur l'algorithme, sur comment il fonctionne, sur si on a des serveurs en local ou pas, ou si on exécute l'inférence sur place. Merci. Bon, il y a pas mal de points qui ressortent. Alors, vous n'avez jamais prononcé le mot confiance ou trust, mais je pense qu'il était quand même beaucoup dans chacune là, des dernières interventions, avec les aspects de sécurité, de sûreté, de protection des données, privacy, enfin, etc. De biais aussi sur les données. Donc je pense que là, c'est une des facettes et un des axes stratégiques qu'on a en Europe, qui est bien soutenu, bien vu par la Commission. Bon, donc, quelque part, je considère que ça répond à une partie de vos attentes. La gestion des données, on a vu aussi que c'est un élément clé. Bon, on attend les solutions opérationnelles et on sent que ça va être compliqué et que ça doit être compliqué aussi parce que la réalité, elle est ce qu'elle est et qu'on ne peut pas en faire abstraction. Donc ça je pense qu'on a bien compris. Alors, bon, c'est lié à vos success stories, mais est-ce que vous avez un regard, un avis sur l'aspect un peu plus performance
ou intérêt de l'IA qui va aller dans l'embarquer à proximité des implémentations. Bon, donc on a eu sur la Smart Grid, par exemple, des serveurs Edge. Est-ce qu'il y a une idée un petit peu des enjeux qu'il y a au niveau de ces serveurs pour pouvoir déployer des IA vraiment performantes dans la durée? Donc là, on va commencer par Kathleen, si tu veux bien. So the question is... La question, que vous avez parlé du fait que vous mettiez l'IA près des équipements énergétiques. Est-ce que vous avez fait des recherches en ce qui concerne les défis liés à l'intégration de l'IA proche de l'usage? Et si oui, quels sont ces défis? Oui, je pense que le défi, en fait, c'est qu'il faut augmenter l'acceptation des utilisateurs et des ménages. Nous devrions faire davantage de recherche, oui, faire plus de projets de recherche et de recherche appliquée également. Nous devons prouver nos résultats dans la vie réelle pour que les utilisateurs puissent voir les résultats et pour que nous puissions, encore une fois, améliorer l'acceptation de la part des utilisateurs. C'est ce que nous souhaitons faire. Nous voulons démontrer la plateforme d'IA décentralisée sur un vrai réseau intelligent sur le système allemand. Et nous avons des produits matériels et logiciels avec Atos pour permettre aux utilisateurs de voir les avantages liés à l'IA. Et cela devrait nous permettre d'améliorer l'acceptabilité. Et cela devrait également nous permettre de montrer que l'IA est une solution pour la transition énergétique. Et je pense que nous ne pourrons réaliser tout cela que grâce à des preuves et dans le monde réel. Donc pour vous, la capacité d'intégrer l'AI à proximité des utilisateurs, c'est une clé pour améliorer l'acceptabilité. Très bien, merci beaucoup. Maryse? Effectivement, je pense que l'Europe est en train de faire un travail. GDPR, comme je le disais, protège les citoyens, mais protège aussi les entreprises, puisqu'elle les pousse à utiliser des données qualitatives où on respecte la protection des données de chacun, donc ce qui pousse finalement à avoir des données auxquelles on peut faire confiance et donc des modèles qu'on peut croire. Et je pense qu'elle se penche encore pour le moment sur des questions même d'éthique, avec, je pense aussi que l'Institut Alan Turing d'Angleterre est investi aussi dans cette recherche-là. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est justement là où la recherche peut être vraiment intéressante. Dernièrement, chez Veranova, le centre de recherche s'est penché sur la question de comment est-ce qu'on s'assure que les données sont qualitatives. On a développé un modèle d'intelligence artificielle qui permettait de dire le modèle a X% d'erreurs. Et si à partir du dataset, on peut réduire la marge d'erreur dans les données de Y%, on obtiendra Z% en plus depuis le modèle. Donc on utilisait l'intelligence artificielle pour corriger les données qui elles-mêmes allaient feeder un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Donc c'était une vraie mise en abîme utile pour la qualité des données. Le nouveau programme de recherche, lui, se penche sur la complexité des données. Ça, les chercheurs le savent, j'imagine. Plus les données sont complexes, plus on va avoir tendance à utiliser les technologies graphes qui permettent de représenter un grand nombre de données dans des différentes dimensions avec des liens entre elles. Or, le graphe évolue. Et donc, la question est, le graphe évoluant, comment s'assure-t-on que le modèle d'intelligence artificielle qu'on va développer dessus va rester consistant, va rester le même? Les chercheurs se penchent aussi sur la possibilité de créer des données synthétiques pour ne pas partir directement des données réelles. Comment est-ce qu'on va pouvoir reproduire des données qui réfèrent à un Jean Dupont qui n'existe pas mais qui pourrait être réel? Comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser correctement? Comment est-ce qu'aussi on va pouvoir encourager un modèle à considérer les minorités pour ne pas que le modèle dise tout de suite attention, ça c'est un outsider, on va l'ignorer. Non, c'est possiblement une minorité avec un comportement qui est différent mais qui est tout aussi intéressant pour
un usage. Même peut-être qu'il va pouvoir définir en fait un nouvel usage qui va devenir tendance un petit peu plus tard. Donc, c'est justement tout l'intérêt, je pense, d'avoir de la recherche, c'est pour se pencher sur ces questions d'éthique, de confiance des algorithmes et des datasets. Ça, c'est vraiment une question intéressante dans les applications médicales ou biomédicales, parce qu'effectivement, on va être limité par la régulation elle-même. Et aussi par la notion de vérification, c'est-à-dire que si vous devez faire valider votre logiciel ou votre approche, bon, elle va être validée, mais de manière globale. Donc, il est entendu qu'elle sera donc identique partout. Or, en pratique, on pourrait faire effectivement des implémentations beaucoup plus locales avec une certaine adaptation à ce qui se passe. Mais ça, on n'a effectivement pas le droit, parce que ce n'est pas la chose qui a été validée. Et que si le code évolue, même si, à mon avis, les procédures étaient faites pour s'assurer qu'il ne dévie pas trop, ou que si ça dévie, il y a une sorte de solution moyenne qui soit utilisée, ce serait pas possible. Donc en médical, ça va être assez intéressant, parce que c'est soit on met la même chose partout, et effectivement, il y aurait un intérêt à implémenter ça de manière locale. Il y a beaucoup de développement en ce moment dans tout ce qui est hospitalier, à savoir si c'est cloud ou pas cloud. En pratique, pour la plupart des tâches qui ont été faites, l'inférence, elle ne nécessite pas de cloud. Ça peut tourner sur n'importe quoi. Mais il y a un avantage à transférer les données, que ce soit sur un serveur local ou global. Donc ça crée tout cette espèce de problème-là. Et là, ça va être vraiment intéressant à gérer, tout particulièrement parce que c'est pas moi qui vais avoir à le faire, de cette notion de comment on va faire pour, si quelque chose doit s'adapter, décider si on l'adapte à l'échelle globale et refaire valider, parce que finalement à chaque fois qu'il y a un changement qui est considéré comme significatif du logiciel, il faut refaire valider celui-ci, et ça pose toute la question de savoir qu'est-ce qu'on considère qui est significatif en machine learning. C'est-à-dire que si vous mettez dans le logiciel des architectures un peu généralistes et que vous montrez bah oui ça tourne, ça donne toujours le même résultat, parce que finalement les vérifications c'est ça, hein, ça tourne, ça donne toujours les mêmes résultats, indépendamment disons de la qualité médicale de ce que ça fournit. Ça tourne, ça fait ce que c'est censé faire, il y a un tel taux d'erreur, si je tape dessus avec un marteau ça marche toujours, des choses comme ça. Mais alors, donc si on change à un endroit, si on réadapte de l'autre côté ou si on fait quelque chose, comment on considère, est-ce que c'est significatif ou pas? Et il y a des vraies problématiques industrielles, pas que dans le médical, de ça, c'est qu'est-ce qui était un changement significatif. Et pour ça, il n'y a pour le moment vraiment pas de solution. Donc là, c'est pareil, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il faut aussi le lien direct avec la recherche et l'idée que l'environnement, tant économique que institutionnel, grosso modo, s'adapte au fur et à mesure de ces choses-là aussi pour pouvoir laisser expérimenter. Donc là, ce sera vraiment de la recherche. C'est-à-dire si on laisse le code évoluer localement, si on réadapte, par exemple, à la statistique de recrutement d'un hôpital particulier, comment on va considérer si ça a dévié trop de la solution particulière ou ce que ça fait? On peut prendre le genre de choses-là. Périodiquement, dans les journaux français, il va y avoir des classements des hôpitaux qui sont en général très amusants quand on connaît un peu le milieu hospitalier parce que c'est assez farfelu et qui va prendre certains services qui vont avoir des mauvais scores parce qu'il y a beaucoup de morts, donc c'est des services de fin de vie de cancer, des choses comme ça. Donc forcément, les gens qui y entrent, ressortiront pas en forme. Et ça va être pareil. Donc ça, comment on estime un algorithme? Chez ceux où il va y avoir des personnes âgées ou en médecine interne où les personnes sont âgées, multi-malades, et donc a priori, il est censé s'appliquer à tout le monde. Donc là, c'est pareil, on va revenir à cette même question. C'est sur quoi on vérifie ce qu'on a fait et sur comment on régule l'efficacité, que ce soit là, il y avait la problématique des minorités, mais là, ça va être pareil, ça va être majoritaire. Vous allez dans un service de médecine interne, les imageries médicales sont globalement anormales, de toute façon, d'un certain nombre de choses. Comment on va s'en sortir? Alors, honnêtement, là, c'est vraiment des questions qui sont ouvertes. Merci. Je pense que moi, je suis arrivé au bout de mes questions un petit peu pointues. Ce que je vous propose, c'est si vous avez un mot de conclusion à donner pour cette table ronde, je vous laisse chacun donner votre message clé. On a un peu de temps pour des questions. Ah oui, pardon, il y a des questions dans la salle aussi. Moi, j'ai une question pour Jean-Baptiste, qui est peut-être basée sur des prémices complètement fausses. J'ai cru comprendre dans le passé que les données médicales, en particulier les données d'imagerie médicale, on n'a pas accès à la donnée brute des machines. Et moi, je vois dans le domaine de la photo, ça aide énormément d'avoir accès aux données brutes. Et est-ce que la différenciation entre deux méthodes va pas être complètement cachée par le fait qu'on ait des données où plein d'informations ont déjà été perdues, en plus dans un système multiplateforme, multi-machine, multi-hôpitaux, etc. Merci. Tu as raison, comme d'habitude. Et il y a ce côté-là. C'est assez amusant parce que finalement,
ça va être un peu biaisé ce que je dis, mais les seules boîtes qui ont l'air de réussir à implémenter très très rapidement des choses dans les hôpitaux sont celles qui gèrent ça, qui gèrent en fait directement la machine. C'est-à-dire ceux qui essayent de dire, très bien, j'ai des images, normalement mon IRM dure tant de temps, je vais réduire de moitié, mon algorithme va juste servir à reconstituer. Donc oui, d'abord les données sont transformées, et puis dans cette industrie particulière, il y avait une certaine culture de l'obfuscation, c'est-à-dire les formats sont peu pratiques, effectivement biaisés, d'une machine à une autre sont pas respectés. Donc oui, il y aura tout un travail sur ça, et effectivement dans certains cas, on préfère travailler sur la donnée brute. Faut-il encore y avoir accès? Donc là, c'est pareil, c'est une question. Dans les programmes de recherche, on peut, avec des autorisations spécifiques, récupérer vraiment la donnée brute pour en faire quelque chose. Mais oui, donc ça va être... Est-ce que, par exemple, il y a des efforts au niveau européen pour donner accès aux données, forcer les fabricants à donner accès aux données brutes? C'est envisageable, ça? Je ne sais pas du tout. Nous, dans un certain cas, on appuie. Quand l'industriel est intéressé ou c'est quelque chose sur lequel il ne travaille pas activement, donc il dit, après tout, si quelqu'un trouve quelque chose, ce n'est pas très difficile à obtenir. Après, il y a des cultures d'entreprise qui sont vraiment très différentes. Donc là, je ne citerai pas, mais par exemple, dans le cadre de la recherche, donc là, pas dans le cadre de la start-up. Déjà boîte. Donc nous on travaille entre autres sur les fœtus maintenant dans le laboratoire, sur de l'imagerie fétale pour des choses comme ça. Là par contre ceux qui font certains types d'ultrasons, on voulait voir ce qu'on pouvait faire avec des ultrasons, il n'y avait aucun problème, on pouvait récupérer les données brutes, les choses comme ça, ils étaient vraiment pas embêtants. C'était pour peu qu'on trouve quelque chose, ils sont contents, ça leur indiquera quelque chose. Donc là c'était facile. Je peux? J'avais une question aussi pour le professeur Masson. C'était à propos de l'adoption des outils de machine learning pour le monde médical. Vous avez parlé de guidelines qui sont un peu flous pour l'instant. Je me demande si vous pensez vraiment qu'on puisse arriver à des guidelines plus clairs. Je veux dire, une fois qu'on commence à parler du risque, on parle des statistiques, on parle des probabilités, on parle des faux positifs, faux négatifs. Et déjà, les médecins eux-mêmes ont beaucoup de problèmes à comprendre ça. Et donc, je me demande si ce ne sera pas plutôt une question de culture. Donc, une fois qu'on mettra des guidelines, on essayera de traduire des notions statistiques ou probabilistes sous forme qualitative. Donc, automatiquement, ils vont perdre leur sens. Je me demande si vous ne pensez pas que ce soit plutôt une question que les gens ont beaucoup de mal à comprendre qu'en face, on a un outil statistique avec une performance qui n'est pas à 100%. Et donc, quand on sort du 100%, ça devient très vague. Alors, avant, il y avait les médecins. L'être humain, il sait gérer ça, il sait communiquer avec un patient en lui disant, voilà, il y a quand même un certain risque dans votre opération. Mais c'est les médecins qui font la transition. Une fois qu'on a en face un outil automatique, et après, ça devient assez quantitatif. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant. En fait, je pense partiellement, je vais penser un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en pratique, les médecins sont très habitués à ça. Ils n'ont pas à comprendre la statistique précise, mais en pratique, dans toutes leurs études, en Europe en tout cas, ils sont formés à une certaine notion de statistique et ils sont surtout formés à toute cette idée. Alors, ça doit dépendre des spécialités, ça doit dépendre des choses, mais ils ont une certaine notion de qu'est-ce qui va être risqué et comment on accumule énormément de courbes ou énormément de données du patient pour savoir s'il y a un risque ou s'il n'y a pas un risque. C'est toujours amusant d'ailleurs de voir les médecins prendre tout un certain nombre de données et éjecter certains tests comme ça d'un geste de la main, et en général ils ont raison. Nous ça nous contrarie beaucoup de dire mais pourquoi vous avez fait tous ces tests pour en prendre quelques-uns et mettre tout ça à la poubelle? Parce qu'il y a toute cette autre information qu'on n'arrive pas à encoder de ce que c'est qu'un médecin, de ce qu'il voit du patient simplement en le regardant. Donc je pense vraiment pas que les médecins seront le frein, parce qu'il y aura un certain nombre de choses. Faut arrêter de notre côté aussi de croire que c'est à ce point-là aidant de faire ce genre d'outils-là par rapport à la pratique réelle. Donc je suis d'accord, les guidelines vont être vraiment très dures à faire, et je pense qu'elles sont partiellement aussi motivées par qui paye pourquoi dans le système médical. C'est-à-dire que finalement, si c'est des assurances qui payent ou tout un système purement privé, après tout, le calcul de l'assurance serait plus simple, même si vous avez un algorithme qui n'est pas aussi performant qu'un médecin, mais dont la performance est relativement constante sur une grande population, un modèle assurantiel sera plus facile à faire sur ça, parce qu'après tout, on dira, vous utilisez ça, c'est ça qui définit la norme. Les fluctuations qu'il y a autour, vous vous débrouillez hôpitaux par hôpitaux. Là, aux États-Unis, ça peut être extrêmement centré sur un hôpital, un certain type de spécialité, pour tel type de performance, avec tous les biais que ça induit, de gens qu'on ne veut pas opérer de certains types de choses, parce que ça va faire baisser les statistiques, donc les premiums seront plus importants et tout. Si c'est quelque chose qui est plus public, il y aura naturellement un équilibre qui se fera entre la performance qu'on peut espérer avoir et le contrôle qu'on laissera aux médecins. Mais j'ai tendance à penser que le monde médical est relativement bien prêt, le monde hospitalier est relativement bien prêt pour intégrer ce genre de choses-là et voir les utiliser. Et il faudra accepter que ce soit vexant qu'ils utilisent certaines choses et pas d'autres, parce qu'effectivement, dans la pratique médicale réelle, l'utilité se voit tout de suite, en fait. C'est pas parce qu'on est extrêmement convaincu que nos outils marchent bien ou qu'il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui seront éjectées immédiatement, c'est comme ça, quoi. Alors il y a des choses qui sont éjectées pour des raisons pétassous, c'est trop long, c'est machin, c'est compliqué, bon ça c'est gérable. Et il y a d'autres trucs parce qu'en fait dans le flow des choses à faire, ça sert pas assez. Même si c'est performant, même si on a l'impression que c'est quelque chose comme ça. Donc je suis pas inquiet du côté médical. Il y a une partie réglementation qui sera vraiment dure, parce que c'est prendre tellement de choses en compte maintenant qu'on a toute cette information que c'est compliqué
d'intégrer ça dans des guidelines, et ce sera plutôt admettre que l'équilibre se fera par qui paye, entre guillemets, et à quelle échelle, et l'autre équilibre se fera par la pratique réelle. C'est-à-dire, grosso modo, des choses ne survivront pas, même si elles sont performantes, si elles ne s'intègrent pas normalement dans la prise de décision. Oui, je suis d'accord avec les commentaires. À propos des compétences médecins, il y a quand même des études assez fameuses du côté Stanford, où les médecins ils avaient des problèmes à discriminer entre probabilité conditionnelle et probabilité conditionnelle inverse. Je vous dis, on est vraiment au niveau de Turing bias, ils avaient des gros problèmes. Je vous dis, c'était les médecins Stanford. Maintenant, je ne sais pas combien ils sont à jour ces études. Mais donc, oui, mais je comprends très bien qu'après, finalement, ça peut rentrer dans l'utilisation, que les médecins, c'est bien discriminer ce qui marche bien, ce qui marche mal. Mais j'ai un peu de doute sur la capacité de comprendre vraiment les finesses de la qualité, de la performance. Surtout, vous parliez aussi avant causalité dans les cas justement des rankings, des ratings des hôpitaux. Donc là aussi, il y a la question de causalité qui est encore un niveau plus poussé d'inférence statistique. Donc je pense que ça, il faudrait tenir en considération aussi dans l'adoption, tout ça. Merci. Hein. Je me permets un complément parce que ça touche à des sujets qui me tiennent à cœur. Là, les guidelines, elles s'adressent à ceux qui développent les systèmes et pas à ceux qui les utilisent. C'est des guidelines pour que celui qui développe le système puisse dire à l'utilisateur « j'ai le tampon, il est conforme aux exigences de sûreté, de sécurité, de confidentialité du domaine où je fais mon business ». Après, il y a le jeu de l'acceptabilité par l'usager, et là, c'est tout un autre enjeu. Et là, c'est effectivement, c'est quelque part le cœur de business de la start-up, de savoir faire une offre qui va répondre à une attente et qui ne sera pas mis de côté parce que c'est vachement bien, mais en fait, finalement, la valeur ajoutée n'est pas suffisante. Donc, je pense qu'il faut vraiment distinguer ça. Et enfin, en informatique, quand on utilise un logiciel, on ne demande pas à comprendre comment il marche. Moi, j'ai jamais essayé de comprendre comment Word marche. Pourtant, je m'en sers tous les jours et je hurle parce que les styles sont pas les bons. Mais il y a un moment, voilà, l'usager ne doit pas maîtriser l'outil qu'il utilise, sinon l'outil sert à rien. Oui, je vois l'analogie, mais il y a aussi des grosses différences. Une fois que ça devient de la prédiction, il y a forcément un aspect stochastique qui dépend beaucoup de choses. Et donc là, ça échappe à mon avis un peu. Il y a peut-être des fonctions qu'on ne saura pas offrir, effectivement. Je voudrais réagir sur votre débat et sur les bonnes questions que vous avez posées sur qu'est-ce qui est nécessaire pour aller plus loin sur l'adoption de l'IA et d'avoir des vrais succès avec l'IA en termes de transformation. Je pense qu'il y aura une pression naturelle à avoir des algorithmes qui ont des précisions plus importantes sur une plus grande classe de problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc ce n'est pas uniquement de l'optimisation de décision, ce n'est pas uniquement est-ce que la voiture va... heureusement avoir un taux d'accident qui est très très faible ou plus faible que ce qu'on observe avec les conducteurs humains. Et donc moi je pense qu'il y a deux limites aujourd'hui à ce niveau-là. Premièrement, c'est l'approche neuronale aura une limite. Je pense que comme vous disiez, l'approche neuronale mathématiquement c'est trouver des optimums globaux dans des univers multidimensionnels. À un moment le réseau de neurones il va se louper ou il ne va pas avoir les bonnes données malgré tout le soin qu'on fait pour le former, pour pouvoir prendre une décision sur un cas de figure spécifique. Et donc je pense qu'il faut aller au-delà des réseaux neuronaux. Quand vous regardez, je ne sais pas en fait en Europe, mais si vous regardez aux États-Unis, aujourd'hui il y a quand même pas mal d'initiatives majeures en recherche sur la recombinaison de l'approche neuronale avec l'approche symbolique, le fameux Neurosymbolic AI du MIT et d'IBM, un lab de 250 millions d'euros qui a été formé il y a 3-4 ans à Boston. Je ne sais pas où on en est au niveau de l'Europe, mais on parlait de souveraineté de recherche ou de compétences dans ce domaine. Je pense que c'est un domaine qu'il faudrait sûr qu'on maîtrise aussi de notre côté et de pouvoir injecter justement nos valeurs éthiques dans ces approches-là. Et l'autre chose, il y a l'aspect CO2. Les réseaux neuronaux consomment de plus en plus de CO2. Quand vous faites un modèle avec des millions de variables et avec je ne sais pas combien de couches et à combien de nœuds dans votre réseau neuronaux, indépendamment de l'optimisation hardware qu'on a peut-être discuté avec IMEC précédemment, je ne sais pas combien de tonnes de CO2 ce truc consomme pour juste arriver à avoir un modèle formé. Donc je pense qu'il y aura aussi une pression très actuelle d'essayer d'être plus frugal ou économe dans l'utilisation du computer power pour arriver à des résultats de précision qui sont suffisants pour garantir les niveaux d'adoption requis
que les startups vont essayer de tester avec leur public en disant ok, si je mets une IA pour faire ce genre d'application-là, est-ce qu'on est d'accord, peut-être dans le médical, si c'est un diagnostic de cancer, on sera peut-être pas trop d'accord d'avoir, je sais pas moi, 10% de false négatifs ou whatever. Peut-être que dans d'autres, si c'est pour reprendre une assurance ou pas, si on se loupe de temps en temps, c'est pas trop grave. Donc je pense qu'il y aurait quand même intérêt à se pencher sur la question qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de l'approche des réseaux neuronaux pour arriver à des degrés de précision plus importants tout en n'épuisant pas les ressources de la planète. C'était ma conclusion à la table ronde d'avant, donc je ne peux pas être contre. Je ne peux pas être contre. Par contre, attention aux mots précision, hein, parce que quand on est à 99,9, gagner encore en précision, des fois c'est vital. Hein, dans l'automobile, en dessous de 10-4, on n'est pas recevable, donc il faut vraiment une précision énorme. Par contre, pour la traduction automatique... on n'a peut-être pas besoin de ça. Et pour le médical, il me semble que quand il y a 70% de taux de réussite, c'est déjà beaucoup. Donc, et le médecin lui-même, bon, et on ne lui demande pas un 90. Donc tout ça, c'est vraiment très contextuel. Hein. Je pense qu'il ne faut pas opposer en fait, précision, même si allons au-delà du réseau de neurones purs. Ça, oui. Je pense que tout le monde est d'accord. Et ce n'est pas que par l'hybridation, par contre, je pense. Je pense qu'il faut vraiment arriver à reprendre des choses un peu plus à la base sur apprendre avec des outils très différents. Il y a des choses autour de la physique qui sont très intéressants sur le calcul tensoriel et voilà. Par exemple. Bon, et donc on me dit que finalement j'ai bouffé tout mon temps. Donc s'il reste encore une question dans la salle.